Bonjour Laetitia, bonjour Luc qui va mener cette interview avec moi. Laetitia, tu fais de l'accompagnement d'organismes de formation. Ta société s'appelle Let's Smile et on va parler avec toi de storytelling. Alors, avant de nous dire ce que ça peut apporter aux formateurs, qu'est-ce que le storytelling? Bien, bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité aujourd'hui. Alors, que signifie le storytelling? Si je fais une définition très courte, le storytelling, en tout cas pédagogique, parce qu'il y a plein de storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est l'art de raconter des histoires en formation, donc avec une portée pédagogique. Luc, tu avais une question? Oui, tout à fait. Donc, bonjour Laetitia. Pourrais-tu nous expliquer justement qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette production d'ouvrage sur le storytelling en formation? J'insiste bien sur en formation puisque c'est pour notre groupe pédagogie digitale et multimodale. Et donc, quel est l'intérêt justement de cet ouvrage? Alors, plusieurs choses. C'est une très bonne question. Déjà, en fait, en tant qu'ingénieure pédagogique et formatrice, en fait, on remet nos pratiques en cause pratiquement tous les jours en se demandant ce qui peut convenir pour les stagiaires ou pas, et comment faire pour qu'il y ait véritablement un impact sur les formations. Donc, on a testé beaucoup de choses. En ce moment, on entend par exemple beaucoup parler de l'intelligence artificielle, etc. Donc, beaucoup d'un point de vue outil. Et puis, parallèlement, moi, j'aime beaucoup le cinéma, la fiction et l'écriture. Et j'ai une formation de scénariste à côté. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de rassembler ces deux milieux, c'est-à-dire le milieu de la formation et le milieu à la base de l'écriture de la fiction. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venue à commencer à écrire en storytelling. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait à gauche, à droite en France, dans l'univers de la gamification, des serious games, bien entendu, mais aussi au-delà. Et là, j'étais un peu. Je me suis dit, bah, c'est dingue parce qu'il n'existe pas grand-chose en termes de lecture, d'ouvrages véritablement scientifiques pour nous, ingénieurs pédagogiques et formateurs. Beaucoup dans le marketing, beaucoup dans l'entrepreneuriat, etc. Donc, j'ai été voir plutôt sur les articles scientifiques du côté du Canada et des États-Unis. Là, j'ai trouvé des petites choses et des choses très intéressantes. Et je me suis dit, bien, utilisons-les pour nous, en France, dans notre domaine particulier, avec nos particularités. Peux-tu nous donner un aperçu de la manière dont le storytelling peut transformer l'expérience d'apprentissage pour le formateur et les apprenants? Le storytelling, il est engageant en fait. C'est-à-dire que il y a, on va dire, si je schématise, trois axes dans la conception pédagogique, l'appel à l'attention, les apports théoriques et l'ancrage mémoriel. Et en fait, le storytelling va appuyer sur les trois. C'est un outil, c'est une technique pédagogique. Attention, hein, c'est vraiment, c'est ni une modalité ni une méthode, c'est une technique Mhm. qui va permettre d'appuyer sur les trois. C'est-à-dire que sans attention, là, il se passe rien en formation. Tandis qu'une histoire, tout le monde aime les histoires. Je suis sûre que tous les deux, vous aimez beaucoup les histoires, quel que soit le type d'histoire. Donc, en fait, forcément, c'est un appel à l'attention. Et puis, une histoire, si je fais assez court, ça véhicule des émotions. Et les émotions, c'est un grand pilier de l'apprentissage puisque ça ancre les connaissances. Donc, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup plus ancrer eh bien, les apprentissages et les acquis. Donc, on va pouvoir se remémorer des choses plus facilement grâce à l'histoire. Et en plus, c'est un véhicule véritablement sur les apports pédagogiques parce que quelque chose que je ne comprends pas quand on me l'énonce comme ça, je vais peut-être pouvoir mieux le comprendre à l'aide d'une histoire. D'accord. Alors, ton ouvrage souligne donc l'importance du récit captivant dans la formation. Et aurais-tu un exemple, une anecdote sur une pratique que tu as eue lors d'une scénarisation de cette nature qui pourrait intéresser nos auditeurs? Alors, je vais vous citer un exemple que je ne cite pas dans l'ouvrage, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous en citer un parce que c'est un projet qu'on a fini il y a quelques temps et je viens de faire un gros bilan dessus. C'est une formation dans le domaine hospitalier pour des infirmiers diplômés d'État, donc ce qu'on appelle IDE, et quand ils souhaitent devenir coordinateurs et coordinatrices d'autres infirmiers. C'est une formation donc on a fait pour un autre organisme de formation et qui se faisait uniquement en présentiel. Et en fait, bah, comme vous le savez, c'est compliqué pour les infirmiers et infirmières de se libérer, même s'ils aiment beaucoup se regrouper sur des temps en présentiel pour partager et échanger sur leurs pratiques. Donc, il fallait réfléchir à comment
transformer cette formation, c'était la commande en full e-learning. Donc, passer une formation, une présentielle, en complètement e-learning. C'est une formation assez longue, hein, d'accord? C'est une formation qui fait une centaine d'heures, donc c'est pas rien. Et on a décidé de partir avec notre client sur un e-learning. Donc, c'est l'histoire de Sylvie, tout simplement, qui est infirmière diplômée d'État. Et son manager, son directeur, parce qu'elle a fait la demande depuis plusieurs temps, lui dit, bah, écoute, voilà, il y a un poste qui se libère. Demain, tu prends le poste d'IDEC. Et donc, la première chose que tu as à faire, tu as les plannings de la semaine, hein, à faire pour les autres infirmiers. Et puis, petit à petit, donc, il va s'ensuite toutes les aventures de Sylvie et toutes ses péripéties. Et c'est assez intéressant parce qu'on a des retours des stagiaires. Donc déjà, la formation fonctionne très, très bien. Et au-delà, sur les retours, c'est que les apprenants, le retour qu'ils font, c'est bah, j'ai hâte de suivre l'aventure de Sylvie, au-delà de l'apprentissage. Donc ça permet aussi sur des modèles qui peuvent être des fois un peu compliqués en accessibilité ou de se dire, oh là là, un e-learning, je suis seule, quand c'est un e-learning non tutoré. Bon, là, il est tutoré. Mais d'engager aussi et d'avoir un taux de complétion, c'est-à-dire de réussite d'aller jusqu'à la fin d'une formation longue en e-learning, par exemple. D'accord. Et j'ai vu d'ailleurs dans ton ouvrage, tu as inclus des QR codes avec des contenus multimédia pour enrichir bien sûr la compréhension de l'ensemble. Qu'est-ce que ça va apporter au lecteur? Quel est ton principe justement? Quel est le ressort qui va être utilisé dans cette technique? C'est une bonne question. En fait, au démarrage, on s'est dit, OK, quand on m'a proposé, j'ai dit, OK, faire un livre, mais il faut que ce soit opérationnel, en fait. Et on était d'accord avec l'éditeur, c'est sa ligne éditoriale aussi. Il faut que ça serve et que ce soit comme un manuel que je vais avoir près de moi, qui soit tout corné, avec des post-it de tous les côtés et que je puisse avoir étape après étape, justement, comment je vais fabriquer mon storytelling. Donc, pour cela, en dehors de cette ligne directrice, on a des QR codes déjà pour apporter tout un tas d'exemples dans différents domaines, mais aussi avec un cas fil rouge qui va justement à storytelling, du début jusqu'à la fin, qui va emmener le lecteur page après page, étape après étape pour construire son storytelling en disant, OK, voilà ce qu'on vous propose de faire, voilà ce qui est important. Donc un peu à vous de jouer, à vous de le faire, mais aussi ce cas fil rouge qui va les emmener découvrir les aventures de Samia, qui vient d'arriver dans une zone aéroportuaire sur un comptoir d'aéroport et elle va devoir vendre. Vous savez ce que c'est hein, quand on arrive, bah, votre valise est trop grande, trop petite, donc gérer les réclamations, l'accueil des Ouais. clients et puis les ventes additionnelles. Pas dire. Alors, au vu de ton expérience variée dans l'éducation et la gestion des projets pédagogiques, quelle évolution majeure observes-tu dans les approches de formation et d'apprentissage? Oh là là, c'est des questions qu'on se pose actuellement en fait. C'est génial. Je sors de conférences hier d'une grosse journée avec toute l'équipe sur Midjourney en IA. Et forcément, ça bouscule beaucoup de choses. Hmm. Mais dans la production de ce que l'on fait, pas dans l'écriture de ce qui est prévu. Donc ça, c'est très important. Chez Let's Mind, ce qui est très important pour nous, c'est l'essentiel en fait. C'est les bases de ce on fait. En fait, demain, au plus grand chef, on peut lui donner tout un tas d'instruments, un super robot, quelque chose qui va faire les choses, voilà. Si c'est pas comment on construit une recette, comment on marie des ingrédients, ça ne peut pas marcher. Eh bien, dans la formation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une grosse évolution technologique, et c'est clair, et il faut le dire, et c'est même une révolution dans tous les domaines. Mais au-delà, il y a les bases qui sont indispensables. Et là, on a vraiment deux grosses cultures, ceux qui, un peu l'effet Dunning-Kruger, hein, qui sont experts du jour au lendemain alors qu'ils ne le sont pas vraiment, et ça c'est pareil, c'est dans tous les domaines. Et puis il y a ceux qui se disent, OK, finalement la formation c'est de la pédagogie, de l'andragogie, et j'ai besoin d'avoir les bases pour savoir ce qu'est une compétence, comment fonctionne le cerveau, etc. Et pour nous c'est primordial. Donc voilà ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il y a un peu des effets de mode, il y a des effets outils qui sont extrêmement intéressants, mais que, en tout cas, notre positionnement, c'est de revenir à l'essentiel. Et cet ouvrage, il est complémentaire avec les autres ouvrages de la même collection d'ailleurs, mais il est vraiment sur quelque chose de base sur la construction de son storytelling D'accord. pédagogique. Et justement, dans cette approche de cette mutation, de cette transformation, on a, je dirais, peut-être des différences entre les applicatifs en présentiel et les applicatifs en distanciel, avec une formation à distance. Comment vois-tu justement le storytelling s'intégrer dans ces deux pratiques? Alors pour moi,
et ça a été une question majeure aussi de l'ouvrage, il n'y a pas tant de différence que ça, en fait, suivant les modalités. Le storytelling peut être présent vraiment partout. Et finalement, il était déjà chez les formateurs en présentiel, enfin en animation synchrone, puisque c'est aussi les anecdotes que l'on raconte, les exemples que l'on donne pour illustrer, les cas que l'on donne au fur et à mesure. Mais ce qui différencie ces anecdotes et ces pratiques du storytelling, c'est le storytelling, c'est une technique qui est vraiment formalisée, conscientisée et qui est présente durant toute la formation, en fait, suivant un même cas, une même histoire. Donc, c'est ça vraiment la différence. D'accord. Après, il n'y a pas de différence dans les modalités. Peut-être dans la production du storytelling, comment il va prendre vie et forme. Est-ce que je vais narrer? Est-ce que je vais mettre des visuels? Est-ce que je vais utiliser le podcast, les Mm. vidéos, etc. Oui, ça c'est certain, mais pas forcément dans son écriture. D'accord. Et justement, dans ton accompagnement des structures de formation, dans leur digitalisation ou modernisation, comme tu l'entends, euh, quelles sont les synergies que tu vois entre le storytelling et ce qui se pratique aujourd'hui déjà dans ces entreprises? En fait, les structures dispensant de la formation, quelles qu'elles soient, elles ont actuellement, et elles le voient depuis la crise sanitaire, une vraie problématique qui est comment j'engage et comment je mesure l'impact de mes formations, mais comment j'engage mes apprenants en fait. Pendant longtemps, on a fait des formations, il est vrai qu'ils fonctionnent très bien, hein, il y a du bon sens pédagogique dans tout ce qu'on fait et qui fonctionne très bien, mais maintenant, il y a une vraie volonté de professionnalisation des acteurs qui est poussée par la réglementation, certes, mais qui est aussi poussée par les commanditaires. En disant, OK, bah, c'est très bien ce que vous faites, mais on peut avoir des super contenus. Je peux avoir, alors j'aime bien prendre le cas de faire des analogies avec la restauration et avec l'alimentation, mais on peut avoir quelque chose de très bon, mais si c'est mal présenté, si le lieu n'est pas engageant, si je me sens en insécurité dans ce restaurant, je ne vais pas avoir envie de manger. Et ben la formation, c'est la même chose en fait. Donc voilà, c'est vraiment ce que l'on voit actuellement. Donc les organismes de formation et les structures de formation, parce qu'il y a des entreprises qui ont des départements de formation de plus en plus actuellement, elles veulent véritablement qu'il y ait un impact de ce qu'elles font et qu'il y ait des bienfaits sur l'évolution des compétences de leurs collaborateurs. Au service d'un bien commun, c'est certain, mais c'est le cas. Storytelling, c'est aussi une façon des fois de véhiculer des valeurs, de la culture et une empreinte un peu différente. Alors, on a parlé des autres, mais est-ce que toi, tu as une histoire personnelle liée au storytelling qui t'a particulièrement marqué et qui illustre l'impact de cette technique que cette technique peut avoir? Ah, alors là, j'ai jamais réfléchi, mais la seule chose que je puisse dire, c'est que j'ai vraiment je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui regarde aussi beaucoup. Je suis assez cinéphile. D'ailleurs, dans l'ouvrage, vous pourrez retrouver l'interview aussi d'un scénariste-réalisateur qui est extrêmement bon et justement qui parle de cet impact. Euh, donc, je vais dire, c'est ça, moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est sortir d'une formation et de me dire j'ai appris, j'ai Oui. progressé en fait. Entre avant et après, j'ai progressé. Et justement, à l'inverse, c'est pour ça que je tiens vraiment à ce terme de storytelling pédagogique, c'est que si on pousse l'histoire trop loin, elle va véritablement manger sur la pédagogie. Elle va cannibaliser la pédagogie et on va se souvenir que l'histoire était fantastique, mais les acquis, on les aura pas forcément. Donc c'est injuste, c'est la couture en fait, c'est très très spécifique. Alors même si on va au-delà dans les serious games, c'est encore au-dessus, parce que là, il peut y avoir des scénarios alternatifs, etc. Mais c'est vraiment ça. Donc moi, je vais plutôt dire, c'est ce qui m'engage, là où je réfléchis, je me dis, oh, il y a un truc génial à faire et à remettre dans la formation. Quand je sors de la séance d'anatomie d'une chute, je me dis, j'ai une idée pour un storytelling. Ce qu'on appelle un Ah, storytelling en spirale. Et je me dis, waouh, nourri de tout c'est ça, génial, ouais. je vais pouvoir faire ça. Mm. Donc justement, dans cette technique de storytelling, quel est le défi que tu as pu résoudre grâce à cette technique et qui était assez complexe et vers laquelle tu as pu diriger justement l'entreprise vers ce storytelling? Euh, alors, si c'est au niveau de l'entreprise, de la structure, c'est vraiment de se dire, comme on le fait souvent sur ce que l'on fait, c'est de se dire, OK, on tient quelque chose, ça fonctionne, mais prenons du recul, analysons nos pratiques pour vraiment savoir comment ça fonctionne. Et cet ouvrage, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, posons-le. Et quand on le pose, ben, on réfléchit assez.
pratique en se disant, OK, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont des fois les théories, les concepts qui sous-tendent ce que l'on fait? C'est très important dans notre métier de reposer sur des concepts et de la théorie, véritablement, de se dire, OK, c'est de l'émotion, mais ça fait quoi l'émotion? C'est de la projection, ça fait quoi la projection, etc. Donc, ça a été le grand défi, c'est de trouver une méthodologie d'écriture qui ne soit pas celle du marketing, parce que ça n'a rien à voir, même si on peut prendre des éléments, qui ne soit pas celle de la fiction, parce que ça va trop loin et ça n'a rien à voir, et que, pareil, du coup, ça va être l'histoire va être trop engageante. Ça a été vraiment d'essayer de trouver un juste milieu en mélangeant tout ce qui est pédagogie, andragogie avec les différentes techniques. Et il y a encore quelques semaines, j'ai levé un point de blocage extrêmement important là-dessus, en me disant cet élément-là, je ne sais pas où le placer, et pourtant il est primordial. Au passage, tu Bon. peux nous définir andragogie, terme que je ne connais pas. Ah oui, alors la pédagogie, en fait, c'est pour les enfants, et l'andragogie, c'est la formation professionnelle pour les adultes. C'est le fonctionnement chez les adultes. C'est un concept qui date des années 70, que vous pouvez retrouver dans les podcasts de Let's Mind aussi, hein. Il y a un petit podcast sur l'andragogie. Et c'est très important de faire la différenciation qu'on fait peu en France, qui commence à arriver, parce qu'à l'inverse, on prend les techniques d'enseignement généralement pour les appliquer à la formation continue. Alors, le storytelling, ça marche aussi bien dans les deux. C'est pas les mêmes ressorts, mais ça marche aussi bien dans les deux, hein. Les enfants, pour les enfants, les contes construisent le psyché des enfants. C'est très important. Mais en andragogie, c'est complètement différent. Et un des ressorts de l'andragogie, c'est qu'il faut faire avec l'expérience des adultes et qu'un adulte est responsable de ses apprentissages et que nous sommes là pour créer les conditions favorables à son apprentissage. Et le storytelling fait partie justement de l'ensemble de ces conditions et techniques pour favoriser l'apprentissage. Bah, je crois que Luc, ça fera l'objet d'une interview à part. Oui, mais j'ai une dernière question. J'ai une dernière question pour Laetitia. Et donc, nous avons Marcel Durand, qui est un intervenant en école de commerce sur une pédagogie sur le droit et qui aimerait bien pouvoir justement faire du storytelling dans ses cours. Quels sont les 3 conseils que tu lui donnerais pour pouvoir réussir ce storytelling dans ses apprentissages? Eh bien, justement, c'est de revenir sur ces apprenants. Le premier, c'est de définir qui sont ces apprenants et quelles sont leurs motivations et leurs freins. Parce que l'histoire, elle va s'appuyer uniquement aussi et principalement là-dessus. Elle est là, encore une fois, pour véhiculer les apports pédagogiques plus facilement. Donc, ça va être ça. Alors, en droit, j'adore parce que je trouve qu'on peut l'appliquer, le storytelling, dans toutes les disciplines. Et en droit, c'est fantastique, hein, des enquêtes, on peut faire même des escape games, des arrêtés. Enfin, voilà, on peut faire énormément de choses. Donc, c'est vraiment ça. Et de réfléchir plutôt à la fin. C'est quelle est ma situation finale? Et de là, je vais réfléchir à l'histoire que je veux construire par rapport à ça. Et je pourrais lui conseiller à Marcel aussi, peut-être de faire du storytelling même dans un genre policier, justement par enquête. Dans le droit, Mm. ça peut être extrêmement intéressant de partir de la situation finale. Et on l'a déjà fait effectivement sur la responsabilité civile professionnelle, par exemple, de partir de la situation finale. Voilà ce qui s'est passé et d'essayer de remonter, que les apprenants remontent le fil de l'histoire pour retrouver quels étaient les protagonistes, quels étaient les adversaires, et est-ce que finalement la décision est la bonne, la décision de justice est la bonne. Très bien. Merci pour ces conseils. Merci Laetitia pour ces Avec éclairages. plaisir, Luc, à très bientôt pour une avec nouvelle grand interview. plaisir. À bientôt. Merci à tous.